Est-ce que vous avez des questions par rapport à hier? Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, bon. Alors, on va... Ok, ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts comme hier? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts comme hier? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, super. Alors, je vais prendre mon... Ok, alors je vais prendre aussi le... Ok, chrono. Bon, on va commencer. D'accord? Donc, soyez prêts, je vais lancer le chrono. Alors, bismillah, بداو تكتبوا في bien sûr, au niveau de, bien sûr, de vos feuilles. Saha? Alors, on va commencer. Premièrement, alors, Madame B, âgée de 58 ans, G4, P4, aux antécédents de diabète non insulinodépendant, d'HTA, de dyslipidémie, qui consulte aux urgences pour une douleur apparue brutalement au niveau péri-ombilical, lancinante et permanente depuis 4 heures. La patiente signale des nausées, puis 2 épisodes de vomissement. Alors, les constantes, une tension artérielle à 13,8, fréquence cardiaque à 95 battements par minute, température à 37,5 et une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute. Alors, question 1, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Vous avez 5 hypothèses. Allez-y. Alors, vos hypothèses diagnostiques. Bon, on va passer à la question suivante, d'accord? Donc, après, bien sûr, l'examen physique à l'admission, on retrouve une patiente quand même qui est penchée en avant et rend l'examen très difficile. On n'a même pu pas faire d'examen clinique. Un hématome péri-ombilical, le contact lombaire était négatif, les touchés pelviens sans particularité et les orifices herniaires étaient libres. Quel est le diagnostic le plus probable? Alors, quel est le diagnostic le plus probable? D'accord? Z. Oui. Mhm. D'accord. Ah, il nous reste encore. OK. Alors, par la suite, quelle est votre conduite à tenir? Quelle est votre conduite à tenir? Mhm. Oui, Moad. Et par la suite, تعرف تغير AGA hospitalisation. Oui, Sihan. Oui. Bazimi, Apanassergique. Oui. Echo. TDM. Shaima. Mhm. D'accord. Et TDM. D'accord. Alors, après hospitalisation et le bilan que vous avez demandé, les globules blancs à 13 000, CRP à 90,
l'hypasémie à 350 unités, urée à 0,5, la créa à 16, et l'imagerie retrouve une vésicule biliaire à parois fines avec micro-calcul. Quelle est votre attitude thérapeutique? Attitude thérapeutique. Alors, c'est bon, hein? D'accord. Alors, vous avez vu que c'était très court, hein? D'accord? Donc, TDM après 48 heures, levée d'obstacles par CPRE. Oui, c'est pas faux, mais on n'a pas parlé de. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Cholécystectomie, هذه تاع de principe والآخر هذه فاهميني تاع cholécystectomie de principe. IPP, et voilà, il faut confirmer l'origine avant la CPR. Vous avez bien réfléchi le départ. La suite, ça a été un peu. D'accord? Alors, on va reprendre dès le départ, ok? Donc, je vais changer les slides. Et puis, on va faire le cas clinique ensemble, d'accord? Oui, c'est vrai qu'il faut confirmer d'abord. Alors, Madame B, âgée de 58 ans. G4P4 aux antécédents de diabète non insulinodépendant, d'HTA, de dyslipidémie, qui consulte aux urgences pour une douleur apparue brutalement au niveau périombilical. Lancinante et permanente depuis 4 heures. Alors, la patiente, elle a eu des nausées, vomissements. Les constantes, elles sont à 13,8, fréquence cardiaque à 95 battements par minute, température à 37,5, fréquence respiratoire à 20 cycles par minute. Donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques? La première hypothèse à laquelle vous pensez, c'est quoi? C'est une femme âgée, grossesse, diabète, dyslipidémie, HTA, oui, un infarctus, ischémie, cholécystite. Vous avez le droit de penser à une douleur biliaire. Oui, oui, c'est logique. Occlusion par bride, je n'ai pas dit qu'elle a été opérée. Monira, oui, pancréatite. Le premier diagnostic auquel vous devez penser, pourquoi? Parce que c'est une douleur péri-ombilicale, elle est lancinante et permanente. C'est la description de la douleur pancréatique. Elle est lancinante et permanente, sachant que le plus important, c'est qu'elle est apparue brutalement, d'accord? Ce n'est pas une patiente qui a eu des petites épigastralgies, qui a consulté, non. Alors, elle a des antécédents en béton, un diabète, une HTA, une dyslipidémie, et elle a une douleur. Donc, la première étiologie que vous devez penser, c'est une pancréatite. Pancréatite, bien sûr, avec tout ce qui est biliaire. Alors, la patiente, elle a des nausées, carrément des vomissements. C'est déjà on va dire, ça confirme la douleur, parce que les vomissements, c'est surtout par rapport à la douleur. Alors, la température, elle est à 13,8, fréquence cardiaque à 95, la fréquence respiratoire aussi. Donc, on commence quand même, bon, il va y avoir un CIRS qui sera positif, ok? Donc, on va, déjà, rien que pour les hypothèses diagnostiques, qu'est-ce qu'on a? La pancréatite, c'est la première. La cholécystite aiguë ou colique hépatique, mais c'est beaucoup plus la cholécystite, d'accord? Une occlusion intestinale, elle a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle était en périombilical.
Donc, elle a le droit de faire une occlusion sur... bon, c'était une douleur, on n'a pas fait l'examen. Donc, on a le droit, par exemple, sur une hernie étranglée. C'est possible. Un infarctus entéro-mésentérique, c'est le cas. C'est une patiente âgée, diabétique, hypertendue, donc c'est le terrain. D'accord? Et bien sûr, une sigmoïdite diverticulaire. Elle a aussi le droit de faire une sigmoïdite, surtout par rapport au début de la douleur. D'accord? Non, on a parlé, alors on a dit que le début d'une occlusion, c'est pas forcément l'arrêt des gaz. On avait dit que dans l'occlusion haute, par exemple, vous allez avoir les vomissements qui sont précoces. Et les signes, bien sûr tout ce qui est gaz et les matières, c'est tardif. Donc on avait déjà dit ça. Occlusion, dans la forme, on va dire, grélique, le premier signe, c'est l'appendicite, non, c'est pas le terrain. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une patiente qui est âgée. Vous devez réfléchir et surtout, la douleur qui est lancinante et permanente. Donc, les douleurs lancinantes et permanentes, c'est pancréatite, cholécystite, infarctus, sigmoïdite, d'accord? L'appendicite, non, c'est une douleur, on va dire, qui peut, elle n'est pas permanente et surtout, elle n'est pas lancinante. La sémiologie de la douleur n'est pas la même, d'accord? Vous pouvez dire appendicite, je ne vais pas vous dire, mais ce n'est pas la première hypothèse. Colique, oui. Acidocétose diabétique aussi. Par contre, l'acidocétose diabétique, vous allez avoir un abdomen qui sera douloureux dans l'ensemble, pas au niveau périombilical. C'est un abdomen qui est, c'est la totalité de l'abdomen que vous allez trouver douloureux. D'accord? Mais vous avez le droit aussi de penser à l'acidocétose. Mais la sémiologie n'est pas la même. Parce que généralement, les diabétiques, ils disent un abdomen qui est douloureux. Donc, on a beau palper, c'est tout l'abdomen qui est douloureux. Par contre, le début d'une pancréatite, non. C'est en périombilical et ensuite on va. D'accord? Alors, on va continuer. Donc, vous avez essayé de faire un examen clinique à la patiente devant cette. Mais par contre, l'examen, il était difficile. Pourquoi? Parce que la patiente, elle a une position qui est penchée en avant. Donc, une position qui est penchée en avant. Alors, c'est une position, c'est ce qu'on appelle en chien de fusil. Exactement, Yasmine. Donc, c'est une position qui est beaucoup plus antalgique pour la malade. C'est pour ça qu'elle ne va pas vous laisser faire le diagnostic. Donc, on a rendu les choses un peu difficiles pour que vous vous rappeliez que normalement, cette position en chien de fusil, qui est bien sûr une position qui est typique de la pancréatite, va vous orienter. Il y a un signe clinique aussi qui est là, c'est l'hématome périombilical. Alors, un hématome périombilical, donc vous avez des signes, exactement. Vous avez deux signes, soit Gray Turner ou bien le Cullen. Alors, soit par exemple, vous allez avoir Weyhausen. Donc, l'hématome périombilical, ça dénote, on va dire, enfin, de cette coagulation pancréatique. Donc, ça nous oriente encore plus, d'accord? Donc, là, c'était exprès. On n'a pas pu, bien sûr, examiner la patiente. C'est un signe de gravité, oui. Parfois, chauffe la pancréatite, parfois on peut avoir un Cullen positif avec un Gray Turner et ça évolue bien. Hein. Donc, la gravité, c'est surtout le CIRS. C'est vraiment le CIRS. Le contact lombaire, il est négatif, donc ça confirme, donc elle nous a laissé faire un examen par rapport, donc il n'y a pas d'extension. Le toucher rectal et vaginal sans particularité, il n'y a pas de péritonite et les orifices hernières sont libres. Donc, par rapport à cet examen clinique, par rapport à cette sémiologie, ça va nous orienter encore plus vers la pancréatite. Donc, ceux qui ont confirmé, ils ont dit pancréatite, c'est 5 points. D'accord? Il n'y a pas de deuxième possibilité. OK? Donc, là, à l'hsab, bien sûr, notre examen, nous avons que la pancréatite aiguë. Alors, quelle est votre conduite à tenir? Alors, normalement, c'est bien sûr l'hospitalisation. Le bilan sanguin, quand vous allez me dire, vous allez détailler, on va le voir. La lipasémie qui est importante, l'ASP et l'échographie abdominale. Alors, dans certaines situations, l'ASP, pourquoi on le fait? C'est justement pour visualiser le calcul quand il est. D'accord? Donc, on fait un
Alors, vous êtes là? Alors, désolée, je pense que j'ai perdu la connexion. Voilà. Alors, bien sûr, les personnes qui m'ont dit TDM, alors pourquoi ASP? Ben, je vous ai expliqué parce que parfois, lors de l'ASP, on peut voir bien sûr un calcul et ça peut aussi bien sûr, nous confirmer l'origine lithiasique. D'accord? Donc, l'ASP, on le fait. Déjà, ça va à soit à la recherche, par exemple, d'un pneumopéritoine, d'accord? Surtout par rapport à la pancréatite. On le fait pour éliminer l'occlusion, pour éliminer. Et parfois, comme je vous ai dit, le calcul, on peut le voir. Alors, l'échographie, c'est vraiment le gold standard. Celui qui me dit scanner, non, TDM, non. Alors, vous savez très bien que le scanner, c'est après 3 jours, 72 heures. Donc, au-delà de 72 heures, on fait un scanner. Ce n'est jamais, on ne fait pas de scan à 4 heures du début de la douleur. Si votre malade, par exemple, vous dit que ça fait 3 jours qu'elle a eu le début de la douleur et elle vient vous consulter, vous avez le droit de faire l'échographie et vous avez le droit de faire le scanner, d'accord? L'échographie, c'est pour confirmer l'origine lithiasique et éliminer les autres, bien sûr, diagnostics, pas forcément pour la pancréatite. C'est le scanner à la TDM que vous allez avoir la confirmation. Parce que si vous faites un scanner précocement à J1 ou bien par exemple à H12, 12 heures après le début de la douleur, vous n'allez pas avoir les signes qu'on va rechercher. Parce que nous, qu'est-ce qu'on recherche? La classification de Balthazar, c'est la présence de coulées de nécrose. Par exemple, s'il y a une inflammation de la glande, d'accord? Et ça va nous confirmer. Donc, 3 jours, c'est le cut-off pour exactement. Les lésions, elles ne vont pas s'installer à 6 heures après ou 12 heures après. Généralement, à 3 jours, on fait bien sûr le scanner, que ce soit déjà pour confirmer l'origine, hein, la pancréatite, c'est vraiment pour avoir une confirmation. De deux, c'est pour le pronostic, parce qu'on sait à quel stade on est, et bien sûr pour le reste de la conduite à tenir. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Super. Alors, la suite, donc, on a fait une hospitalisation, le bilan, l'ASP et l'échographie abdominale. Alors, quand on va bien sûr continuer, qu'est-ce qu'on va trouver? Bien sûr, des blancs qui sont à 13 000. Bon, ça va, hein, c'est pas une CRP à 180, quand même, c'est positif. La lipasémie aussi. Et là, ça me confirme bien sûr que c'est une pancréatite. L'urée, elle est à 0,5, la créa à 16. Là, bien sûr, on commence à avoir une insuffisance rénale et l'imagerie, donc je n'ai pas précisé, et normalement, c'est l'échographie, il n'y a pas de scanner. C'est une vésicule biliaire à parois fines avec des microcalculs. Donc, devant, on va dire, cette symptomatique, plutôt cette clinique, normalement, vous devez savoir que l'échographie, quand je l'ai faite, c'était vraiment pour retrouver l'origine biliaire. Et le fait d'avoir trouvé des microcalculs, ça me confirme encore plus que c'est vers l'orientation de la pancréatite. Et bien sûr, la lipasémie qui est supérieure à 3 fois la normale. Donc ici, on a confirmé que non seulement c'est d'origine biliaire, ok, avec bien sûr, exactement, c'est une pancréatite aiguë biliaire avec une lipasémie qui est supérieure à 3 fois la normale. Alors, la conduite à tenir, et là, ça va être un peu, là quand même, la note, elle sera vraiment complète que si vous m'aurez dit la totalité. C'est-à-dire une réanimation, parce qu'il faut classer votre pancréatite, d'accord? Il faut, n'oubliez pas que vous avez le CIRS, donc soit c'est une pancréatite bénigne, moyenne ou bien sévère. Donc là, il faut vraiment il faut la classer déjà pour savoir où est-ce qu'on va l'hospitaliser la patiente. Jeûne alimentaire jusqu'à sédation de la douleur, c'est très important. On va demander à la patiente, bien sûr, un jeûne, mais dès qu'il y a une diminution de la douleur,
normalement, il faut qu'elle reprenne l'alimentation liquide. D'accord? Réhydratation, c'est très important. Le traitement de la pancréatite, c'est la réhydratation avec des antalgiques, les anticoagulants. Le scanner, on le fait à J3. Et si c'est une pancréatite bénigne, de grade A par exemple, sans complications, on prévoit la cholécystectomie dans la même hospitalisation. D'accord? Antiémétiques, oui, on peut lui donner les antiémétiques. Mais le plus important, c'est des antalgiques. La pancréatite a comme trois choses importantes. C'est réhydrater la malade. Ça, c'est la première des choses. C'est les antalgiques, d'accord? Et l'anticoagulation. C'est vraiment la pierre angulaire de votre traitement. Vous allez réhydrater, anticoaguler et bien sûr soulager la douleur. Parce que dès que vous allez soulager la douleur, la patiente, elle peut se réalimenter et l'alimentation en elle-même, elle va aider aussi à diminuer les complications de la pancréatite. D'accord? Donc, réanimation, jeûne alimentaire, antalgique, anticoagulant, le scanner à J3 et bien sûr, on fait une cholécystectomie dans la même hospitalisation. On aurait pu rajouter d'autres questions, c'est-à-dire que j'aurais pu vous demander après 3 jours, la patiente, elle fait un scanner et on va retrouver sur le scanner, on va dire, une pancréatite aiguë de grade E de Balthazar. Quelle est votre conduite à tenir et avec des blancs qui sont à 25 000 et une CRP à 300? Comment vous allez me répondre? Alors, je vous ai dit que la patiente a un CRP qui était à 3 chiffres, pratiquement à 300. Les blancs, ils sont montés à 27 000. Et sur la patiente, elle fait une fièvre à 39, d'accord, avec oui, réanimation toujours antibiotique, nécrosectomie. Alors, cytoponction, nutrition, oui. Cytoponction de quoi? On ne fait plus la nécrosectomie. Non, 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 non. Non. Si c'est un grade E, vous allez hospitaliser en réanimation, normalement en soins intensifs. D'accord? C'est la première des choses. Antibiotiques, on va bien sûr après. Si par exemple nous avons toujours, enfin plutôt si la patiente elle cède sous antibiotiques, l'amabarik, c'est bien. Après, si nous avons par exemple une fièvre qui est en plateau, là, non, dès que nous avons, parce que je vous ai donné tous les signes de la surinfection, c'est-à-dire la fièvre, la CRP qui va doubler et les blancs qui augmentent parce que la patiente, elle n'était pas aux antibiotiques. Donc, on va la mettre. Là, nous avons une surinfection des coulées de nécrose et on va bien sûr essayer bien sûr de contrôler par des antibiotiques. Si on est sous contrôle et que ça se passe bien, super. Par contre, s'il y a toujours des collections qui sont assez importantes, là, on va faire une cytoponction qui est écho-scanoguidée, mais on ne va jamais ouvrir le malade. Et bien sûr, le plus important, c'est que la patiente, il ne faut pas qu'elle soit opérée tout de suite. Parce que là, c'est une pancréatite quand même de grade E et la cholécystectomie, elle sera à 3 mois après. D'accord? Donc là, si on voulait rajouter, bien sûr, pour connaître quand est-ce qu'il faut introduire les antibiotiques ou pas. Parce que vous avez vu, il y avait une CRP qui était positive, des blancs qui étaient à 13 000. Bah, les gens qui m'ont dit antibiotiques, le traitement, c'est un zéro. On ne met pas d'antibiotiques pour une pancréatite. Non, c'est la réhydratation, les antalgiques, les anticoagulants. Et d'où les bases de votre traitement, surtout la réhydratation. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, donc ça a été compris. Alors déjà, Sheima K31, oui. Donc celle qui m'avait dit, qui m'avait dit TDM, je me rappelle, j'avais écrit le nom, d'accord? Alors Sheima, non, stade E, c'est pas toujours l'infection. Par contre, je vous ai donné un stade qui c'est le, alors, alors très rare. Pour Sheima qui m'avait dit la TDM, la TDM, non ma fille, tu la fais pas à H12, tu la fais toujours à J3. Alors, le stade E, ce n'est pas toujours une infection. Non. Le stade E, c'est le nombre, c'est les coulées de nécrose et le pourcentage de la glande qui est bien sûr, on va dire, atteinte ou pas.
Donc là, c'est pour le stade E. Ça. Maintenant, la surinfection, c'est quoi? C'est ces coulées-là de nécrose qui vont se surinfecter. Et comment je vais le savoir? C'est la fièvre, les globules blancs et la CRP. Il est qu'on a une ascension des blancs avec une fièvre à 39 et une CRP à 300. C'est clair que la patiente elle est en train de faire une surinfection des coulées de nécrose. Alors, pour la CPRE, normalement, si par exemple j'ai des calculs au niveau de la voie biliaire principale, c'est là où je vais bien sûr, pardon. Donc, si j'ai des calculs au niveau de la voie biliaire principale, c'est là où je vais indiquer une CPRE. Mais comme il n'y a pas de calcul, on a juste dit que exactement, on n'a pas parlé de la voie biliaire, donc il n'y a pas de CPRE. Non, la CPRE, alors si la cause est l'alcool, c'est quoi la conduite à tenir? Alors, pour une pancréatite aiguë alcoolique, c'est la même conduite à tenir. C'est réhydratation, antalgique, anticoagulant et surtout le plus important, c'est arrêt de l'alcool. Ça, c'est la première des choses. Oui, bien sûr, il faut supplémenter par les vitamines, et surtout le groupe B. Alors, tous les B1, B6, B12, d'accord. Et bien sûr, c'est le même principe. C'est surtout le sevrage, c'est l'arrêt de l'alcool. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à la pancréatite? Oui, alors là, Fatima, pour anecdote, j'avais une patiente qui m'a été orientée pour des calculs vésiculaires. C'était une patiente et dans les antécédents, elle avait des calculs rénaux. Et je me suis dit, tiens, on ne peut pas faire des calculs rénaux, calculs vésiculaires, sachant que la patiente, ce n'était pas du tout le terrain. D'accord. Donc, quand on avait fait une PTH, ben, on avait trouvé quand même que c'était un problème qui était parathyroïdien et c'était une parathyroïde. Donc, par rapport au calcul, si vous avez des calculs vésiculaires avec des calculs rénaux, il faut réfléchir bien sûr au problème de la parathyroïde. Alors, mes sevrages, c'est d'origine alcoolique, c'est une femme. Oh, Mounira, on a parlé d'une pancréatite alcoolique, que ce soit homme ou femme, c'est pas Et là, on n'a pas parlé d'antécédent alcoolique. Non, Mounira, tu n'as pas suivi. Ils avaient dit que si c'était une pancréatite d'origine alcoolique, c'est quoi la conduite à tenir? D'accord? La sphinctérotomie, si nous avons des calculs au niveau de la voie biliaire principale, oui. Mais là, on n'a pas parlé de calcul de la voie biliaire principale. Il y a un microcalcul qui est descendu. Donc, si ce n'est pas compliqué, c'est une pancréatite bénigne, etc., on va faire la cholécystectomie dans la même. D'accord. Maintenant, sur le scanner, je peux avoir un calcul avec une dilatation des voies biliaires, etc. Ce sont des signes indirects, bien sûr, qu'il y a des calculs au niveau de la voie biliaire. Mais s'il n'y a pas de calcul, je ne vais pas faire de sphinctérotomie avec le CPRE. Il n'y a pas besoin. D'accord? Donc, ayez toujours l'œil, Fatima. Comme je t'ai dit, calcul vésiculaire plus calcul, bien sûr, biliaire, ça doit vous. Bon, ça arrive. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici par rapport à la pancréatite? Vous avez vu, généralement, c'est un terrain, c'est une terrain obèse chez une femme multipare qui est diabétique, hypertendue. Donc, généralement, c'est. Et bon, la patiente, elle peut avoir une cholécystite ou bien des antécédents biliaires, mais ça, c'est par rapport aux problèmes vésiculaires. Mais la pancréatite, généralement, c'est toujours une patiente qui n'avait rien et d'un seul coup, elle a une douleur qui est, bien sûr, comme on l'avait dit, c'est un tonnerre dans un ciel serein. Non, 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 l'anticoagulant, c'est ما قريتوش مليح تاع الكور تاع pancréatite. La pancréatite, ça c'est la physiopathologie. Elle est naturellement la pancréatite, elle est thrombogène. Donc quand vous allez avoir une nécrose, des microthrombie des vaisseaux, et là vous allez avoir des donc pour éviter, c'est pas par rapport à l'alitement, mais c'est par rapport à la pathologie elle-même, par rapport à la pancréatite, et on va utiliser des anticoagulants à type d'HBPM. Ce qu'on utilise le plus, hein, c'est le Lovenox, donc à dose préventive 0,4. Mais l'anticoagulant aussi.
Super. On passe au cas suivant. Alors, ok. Une vignette. Ok. Alors, non, Malish, non, on va pas faire de chrono. Ok, là, c'est pas le. D'accord. Donc, c'est une femme âgée de 60 ans, tiens, qui est les femmes les mortaux, adressée par son médecin traitant pour une masse abdominale, aux antécédents d'ictère à l'âge de 18 ans, tabac, 25 paquets années, pas d'HTA, pas de diabète et pas de néoplasie. Elle présente une douleur épigastrique depuis 2 mois, irradiant sous le rebord costal droit, quotidienne, essentiellement nocturne, associée à des nausées, à une anorexie et à un amaigrissement de 2 kilos. Absence de troubles du transit, pas de dysphagie, ni d'hémorragie digestive. D'accord. Alors, l'examen clinique, elle est à 70 kilos pour une taille d'1,65 m, température à 38,2, tension artérielle à 12,8 et le pouls à 76 battements par minute. Alors, la masse, elle est épigastrique, légèrement décalée vers la droite par rapport à la ligne médiane, ronde, bombante, dure, mobile avec la respiration insensible. Le bord inférieur est à 4 cm au-dessous de la xiphoïde. Le bord antérieur du lobe droit, il n'est pas palpable. Il n'y a pas d'HTP ni des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Les touchés pelviens et le reste de l'examen physique et bien sûr sont normaux. Alors, la biologie, vous avez des blancs à 9000, hémoglobine à 10, plaquettes correctes, la VS, elle est augmentée à 40, ASAT à 54, ALAT aussi, et gamma GT à 60. Alors, la première des choses, quelle est l'origine probable de cette masse? Est-ce qu'elle est hépatique? Est-ce qu'elle est pancréatique? Est-ce qu'elle est épigastrique? Ou bien du côlon transverse? Il faut argumenter. On a la description de la masse et vous me dites. Alors, femme de 60 ans, tabagique, 15 paquets années, une masse pancréatique, CM hépatique. Vous ne pouvez pas juste me dire comme ça, il faut argumenter. Épigastrique, ce n'est pas une localisation. C'est une région, l'épigastre. Alors déjà, la première des choses, là, quand tu vous fais le bilan, je n'aurais pas dû vous montrer le bilan. Oui. Elle est décalée à droite de l'épigastre. Oui, oui, c'est. Alors, je suis au fond. La première des choses, cette masse épigastrique, elle est décalée vers la droite. Zaha. Elle est ronde, bombante et dure, mobile avec la respiration et sensible. La première des choses, c'est que vous pouvez éliminer le pancréas parce que le pancréas, c'est un organe qui est rétro-abdominal. Donc, dans le péritoine, vous n'allez pas, c'est pas un organe qui est péritonéal, il est rétro-péritonéal. Donc, même si vous allez avoir une masse pancréatique, c'est très difficile que vous allez la palper. Donc, on va enlever. Le côlon transverse, oui, pourquoi pas. Par contre, non. Pourquoi? Parce qu'elle est mobile avec la respiration et donc elle est en relation avec le foie. Surtout, elle est sensible. Le bord inférieur, il est à 4 cm au-dessous de la xiphoïde.
Bon, il n'y a pas de signe d'hypertension portale ni d'insuffisance hépatocellulaire. Donc là, je vais beaucoup plus m'orienter vers une masse qui est… Mais après, il faut argumenter. Cette masse, est-ce que c'est une masse qui est bénigne ou c'est une masse qui est maligne? Bénigne, bénigne, ok. Bon, on va continuer, ok? Réfléchissez, d'accord? Donc, là, vous avez le temps, hein, parce que là, c'est pour vraiment résoudre le cas clinique. Alors, ensuite, quel examen de première intention demandez-vous pour confirmer cette origine? Quel examen de première intention vous allez demander? Écho, écho, écho. Mhm. Ok. Par la suite, si cet examen confirme l'origine hépatique de la masse, quels sont les principaux diagnostics que vous envisagez? Alors, si cet examen confirme l'origine hépatique de la masse, quels sont les principaux diagnostics que vous envisagez? Kyste hydatique volumineux. Ok. Alors, l'échographie, une masse arrondie, hétérogène, avec un halo périphérique hypoéchogène du segment 4, sans renforcement postérieur, de 4 cm de diamètre. Il existe par ailleurs une autre lésion de 2 cm de diamètre, liquidienne, homogène, avec renforcement postérieur situé dans le segment 2. Le reste du parenchyme est normal et le pancréas, il est normal. D'accord? Donc, c'est une masse arrondi, hétérogène, qui fait 4 cm de diamètre. Devant les données échographiques, quel diagnostic évoquez-vous? Indiquez quels moyens mettre en œuvre pour les confirmer. Écoute, Dilani, vous êtes à 100, limité à 100. Donc, quand il y a des personnes qui partent, j'accepte les autres. D'accord? Ah non, Sihab, tu n'es pas perdu. Kimli, quand bien lancé. Gonabili, c'était un kyste, Gonabili, c'était une masse hépatique. Donc, quoi dit quelles sont les données? Ça peut être un kyste hydatique, oui, comme ça peut être autre chose. Réfléchissez. C'est une femme âgée. Ne restez pas d'accord? Ça a une femme, on dit homme de 60 ans, 15 paquets années. Hémangiome, oui.
Que c'est les adénomes, oui. C'est une masse qui est hétérogène, pour qu'on soit d'accord. CHC. Métastase pulmonaire. Ah, métastase d'un cancer pulmonaire. Oui, c'est pas bête, oui. HNF aussi, oui, c'est une femme obèse aussi, elle fait quand même 70 kilos pour 1m60, je crois. Soulève, j'aime bien comment tu réfléchis. Amaigrissement plus l'âge égale cancer. Oui. CHC Mounir, oui. Allez, on va continuer, ok. Alors, la malade, elle a eu une ponction biopsie, tiens, du segment 4, qui montre une métastase d'un adénocarcinome tubulé, peu différencié, sans élément d'orientation, pour la localisation du cancer primitif. Et les marqueurs tumoraux, ils sont négatifs. Tiens, c'est une métastase d'un adénocarcinome tubulé, peu différencié, sans élément d'orientation. Bon. Alors, la question suivante. Quelles sont les localisations les plus probables du cancer primitif? Comme c'est une métastase. CHC. Gastrique, côlon, rectum, oui. Digestif ou la pulmonaire, exactement. La masse qu'on avait trouvée, finalement, c'était une métastase d'un adénocarcinome. Donc, qui peut être gastrique, colorectal ou bien pulmonaire, œsophagien aussi. Mais comme on est au niveau, bien sûr, du foie, donc le premier organe auquel il faut penser, c'est colorectal. D'accord? Par ordre de fréquence. Alors, indiquez les moyens que vous prévoyez de mettre en œuvre pour rechercher la lésion primitive. Indiquez les moyens que vous prévoyez de mettre en œuvre. Oui. TDM TAP, coloscopie, TDM TAP. Garde comme la œsophagie, non pas de signe dysphagie. Alors, j'ai pas dit pas dysphagie, mais on est le FOGD, entéroscan. Alors, entéroscan, on peut faire un, oui, TDM, coloscopie, oui. Donc, j'ai le droit d'explorer. C'est-à-dire, bon, on va voir, je vais corriger. Ça va. La coloscopie découvre une tumeur sigmoïdienne, ulcéro-bourgeonnante, qui est située à 30 cm de la marge anale. Elle intéresse la moitié de la circonférence et elle est étendue sur 5 cm. Il n'y a pas d'autre localisation, il n'y a pas de polype. Le scanner, il montre la lésion métastatique du 4 et la lésion du segment 2, liguna bellicité liquidien. Finalement, c'est juste un kyste biliaire. Il n'y a pas d'autre localisation secondaire. Quelle sera votre stratégie thérapeutique? Donc, c'est une tumeur sigmoïdienne. Le scanner a une lésion métastatique du segment 4 et le segment 2, il y a un kyste biliaire qui est tout simple. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire devant un cancer colique en métastase? Mounira, ce n'est pas difficile, il faut réfléchir. Les urgences. Radiochimio. C'est quoi les indications de la radiothérapie? À la traitement palliatif. Métastase. Non. Quand c'est oligométastatique, on n'est pas dans le palliatif colorectal. Sigmoïdectomie, on ne dit pas sigmoïdectomie, on dit résection segmentaire basse, mais c'est bien, vous voyez. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, celui qui m'avait dit classification de la tumeur, oui, on va la classer, hein, déjà on l'a classée. Alors, radiochimio, Houssine,
quelles sont les indications de la radiothérapie? Alors, Houssine, quelles sont les indications de la biopsie? De quoi à faire? On a déjà une biopsie, on a fait une coloscopie qui a confirmé. On a une biopsie et de la masse. Alors, Houssine, périopératoire palliatif. Non, périopératoire, c'est pas dans le même. Alors, colostomie, dit la lycéna. One by one. Houssine, périopératoire. Quand tu dis le terme périopératoire, je vous ai dit que c'est autour. C'est-à-dire, je vais commencer un traitement, je vais opérer, ensuite commencer. D'accord? Ça. Alors, pour la radiothérapie, c'est quoi les indications de la radiothérapie sur le côlon? Tu m'as dit radiochimio. C'est un stade 4, Firdaus. C'est une métastase. Donc, on est dans un stade 4. C'est un T3 N plus M1. D'accord? T3 N plus M1, le côlon, on n'est pas au stade palliatif. Hein? Surtout, c'est une méta qui est résécable, donc pourquoi pas? Bon, Sarsitek Houssine, quelles sont les indications de la radiothérapie dans le côlon? Tu m'as dit radiochimio. Il y a une indication d'une radiothérapie dans les cancers coliques. Alors, à votre avis, est-ce qu'on fait une radiothérapie dans les cancers coliques? Chimiothérapie adjuvante, oui. On peut faire une chimiothérapie adjuvante, tu as le droit. Alors, TNT. Ah, ne commencez pas à balancer des choses, hein, TNT. Non. TNT, c'est pas un terme, au contraire. Exactement, aussi. Il n'y a pas d'indication de radiothérapie au niveau du côlon. C'est au niveau du rectum. Et Soraya, TNT, c'est beaucoup plus pour le rectum que pour le côlon. C'est deux entités différentes. Quand vous êtes devant un cancer colique oligométastatique, c'est-à-dire inférieur à une seule métastase et qui est résécable, on va le considérer comme étant dans le curatif. Donc, on va aller, donc il n'y a pas de radiothérapie, il n'y a que de la chimio. Et de la chimio, on verra quand. OK? Alors, on va corriger. Bah, c'était un cas clinique aussi, c'est pas juste par rapport à l'Écosse, mais en général pour que vous. Alors, mettre. Ok. Alors. Femme âgée de 60 ans, adressée par son médecin traitant pour une masse abdominale, Saha. Donc, elle a fait un ictère à l'âge de 18 ans. L'ictère ici, ça peut être une hépatite A, hein, Saha. Tabac 25 paquets année, il n'y a pas d'HTA, il n'y a pas de diabète et elle n'a pas d'antécédent de néoplasie. Saha. Elle présente une douleur épigastrique depuis 2 mois, irradiant sous le rebord costal, qui est quotidienne, essentiellement nocturne, associée à des nausées, à une anorexie et à un amaigrissement de 2 kilos. Donc, celle qui m'avait dit l'âge plus l'amaigrissement égale néoplasie, elle a raison. Il y a absence de trouble du transit, il n'y a pas de dysphagie, il n'y a pas d'hémorragie. Et quand on parle d'hémorragie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rectorragie. D'accord? Ça. Alors, très rare. Alors,
l'examen clinique, le poids, il est à 70 kg, la taille, elle est à 1,65 m. Donc là, nous avons quand même un BMI à 23. La température, elle est à 38,2, la tension, elle est à 12,8 et le pouls, il est à 76. Donc, cette masse, elle est décalée vers la droite. Elle est ronde, bombante, elle est dure, donc ce n'est pas un kyste hydatique. Peut-être c'est un kyste hydatique au niveau, bien sûr, le stade 4. D'accord? Le bord inférieur, il est à 4 cm. Le bord antérieur, il n'est pas palpable, donc c'est quand même 4 cm, c'est assez volumineux. Heureusement qu'il n'y a pas de signe d'insuffisance hépatocellulaire ni d'hypertension portale. Les touchés pelviens, on avait dit qu'ils étaient normaux. Donc les blancs à 9000, elle fait quand même une hémoglobine à 10, azat alat aussi, légèrement augmenté, gamma GT aussi. Alors, quelle est l'origine probable? Donc, comme on le sait, c'est hépatique. Pourquoi? La localisation, elle est au niveau de la partie droite de l'épigastre. Et surtout, le point le plus important, c'est bien sûr qu'elle est mobile avec la respiration. Et là, elle va nous évoquer l'origine hépatique. Parce que comme on le sait, exact. Alors, très rare. Très rare. Alors, par rapport à l'origine qui est hépatique, c'est tout simplement par rapport à la respiration. Pourquoi? Parce qu'elle va suivre les mouvements respiratoires. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle est décalée au niveau de la région droite. Ceux qui m'ont dit par rapport au bilan, non. C'est vrai qu'on peut avoir un bilan qui est légèrement, bien sûr, modifié, mais ce n'est pas par rapport à l'origine. C'est surtout le fait qu'elle soit décalée à droite et qu'elle suit les mouvements respiratoires. OK? Donc là, c'est par rapport à l'origine hépatique. Alors, on va continuer. Alors, quels sont les examens de première intention? Évidemment, c'est l'échographie abdominale. C'est un examen qui n'est pas irradiant. C'est un examen qui est facile d'accès et bien sûr, le plus important, qui peut nous donner des informations qui sont importantes. La preuve, on a su que vous avez une masse, bien sûr, qui était hétérogène, etc. Alors, si l'examen confirme l'origine, quels sont les principaux diagnostics? Alors, comment vous allez faire? Les tumeurs du foie, donc déjà, l'argument, c'est une douleur qui est nocturne. Ça a les tumeurs malignes, premièrement, donc tout ce qui est CHC, etc. Donc, douleur nocturne, nausées, anorexie, amaigrissement, le caractère dur de la masse. Il y a un syndrome inflammatoire, la VS qui est augmentée, et il y a un syndrome de cholestase. D'accord. Maintenant, il n'y a pas d'éléments qui vont nous permettre de dire c'est soit un primitif ou bien un secondaire, c'est-à-dire soit un CHC ou bien, d'accord. Bon, l'élément le plus important, c'est que pourquoi il n'y avait pas de signe d'HTP ni d'insuffisance hépatique. Donc, le CHC, généralement, il se développe sur un foie de cirrhose. Et il n'y a pas des signes qui orientent vers une origine secondaire. Donc, c'est beaucoup plus une origine qui est métastatique. Alors, les tumeurs bénignes, les hémangiomes, les adénomes, HNF, vous avez dit. Mais par contre, peu probable, parce que généralement, c'est asymptomatique, ce sont des incidentalomes, c'est-à-dire qu'on va trouver ces tumeurs sur un, bien sûr, il n'y a pas de symptomatologie, il n'y a pas de douleur, d'accord? Il n'y a pas d'amaigrissement et surtout le plus important, le bilan hépatique, il est normal. Le kyste hydatique du foie aussi, il est bien sûr, il est retenu. Donc, on va parler des tumeurs, des arguments, bien sûr, vers les tumeurs malignes. Ensuite, on va parler, bien sûr, des tumeurs bénignes, comme les hémangiomes, les adénomes et le kyste hydatique. Donc, à ce stade-là, on est toujours vers 3 diagnostics. OK. Maintenant, on va continuer. L'échographie qu'on a réalisée, elle va nous montrer une masse arrondie, hétérogène, avec un halo périphérique hypoéchogène du segment 4. Et il n'y a pas de renforcement postérieur. Donc, ça part beaucoup plus vers une origine qui est métastatique. Il existe par ailleurs une deuxième lésion qui est l'échidienne. Et là, c'est notre, bien sûr, fameux kyste biliaire. Donc, devant les données, qu'est-ce qu'on va évoquer? Donc, premièrement, les diagnostics, c'est bien sûr le carcinome hépatocellulaire, les métastases hépatiques. Donc, le CHC, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire alpha-fétoprotéine, la sérologie, l'angioscan, l'IRM, ponction, biopsie. Bon, mais juste le scanner avec le score LIRATS qui va me donner les métastases, donc les marqueurs tumoraux et bien sûr la ponction biopsie du foie pour bien sûr avoir cette origine.
Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une PBF du segment 4 et effectivement, nous avons trouvé que c'était un adénocarcinome tubulé peu différencié. Donc, mais par contre, on n'avait pas l'origine du primitif et tous les marqueurs, ils étaient négatifs. Donc, tout ce qu'on a fait ici, les ACE, CA19,9, CA125 et les CA15,3. Donc, tout ce qui est CA125 et les CA15,3, c'est-à-dire gynécologique et mammaire, et tout ce qui est digestif, les ACE, les CA19,9. Parce que les marqueurs tumoraux, quand ils sont négatifs, ça ne veut pas dire qu'il y a absence de masse, d'accord? Donc, c'est juste un élément de suivi, c'est tout. Donc, là, les marqueurs, ils sont négatifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, quelles sont les localisations les plus probables, comme on l'avait dit? Donc, par ordre de fréquence, c'est colorectal, estomac, pancréas, sein, poumon. Et plus rare, ovaire, rein, voie biliaire, endomètre et thyroïde. D'accord? Donc, par ordre de fréquence, c'est colorectal, l'estomac, le pancréas, sein et poumon. Ce sont vraiment les localisations les plus, bien sûr, donc, comme on a cette notion que, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On fait idéalement TDM-TAP avec une coloscopie. D'accord? Donc, indiquez les moyens que vous prévoyez. Donc, les moyens, l'interrogatoire, le scanner, la coloscopie et bien sûr le FOGD. Donc, que ce soit une endoscopie haute, basse avec le scanner. D'accord? Alors, à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Âge, tabac, amaigrissement. D'accord? Alors, Hossein, effectivement, on n'utilise pas la radiothérapie dans le côlon. Pourquoi? Parce que tu vas faire une irradiation du grêle. Et ça, c'est beaucoup plus néfaste qu'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indication de la radiothérapie. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors là, ce n'est pas un cas clinique qui est facile. Hein? OK. Donc, là, on a fait la coloscopie. On a fait la fibroscopie, on n'a rien trouvé. On a fait la coloscopie, on a trouvé quand même une tumeur sigmoïdienne et elle est asymptomatique. La malade, elle n'a pas du tout donné de… Il n'y a pas eu de saignement, il n'y a pas de trouble du transit. La malade, elle est venue juste pour la masse épigastrique. Donc, cette masse-là, elle est à 30 cm de la marche anale. Donc, ça fait sigmoïdien. Elle intéresse la moitié de la circonférence étendue sur 5 cm. Donc, comme il n'y a pas d'extériorisation, c'est un T3, N+, sûrement, il doit y avoir des ganglions qui sont positifs avec une seule métastase. D'accord? Et heureusement, au niveau du côlon, il n'y a pas d'autre localisation. Le scanner, il me confirme la lésion métastatique du segment 4 et le segment 2, c'est juste un kyste biliaire et il n'y a pas d'autre localisation secondaire. Donc, quelle est la stratégie thérapeutique devant un cancer colique métastatique? On va le classer, c'est un T3 N plus M1, oligométastatique, une seule méta. Donc, c'est l'exploration chirurgicale et surtout l'échographie opératoire pour retrouver cette masse. On va faire une résection sigmoïdienne avec résection segmentaire basse avec anastomose colo, bien sûr, rectale, une segmentectomie du 4 ou bien hépatectomie gauche si le segment 4 il est atteint. Pourquoi on a demandé l'échographie? Tout simplement pour localiser cette lésion hépatique au niveau du foie. Et bien sûr, on va faire une chimiothérapie adjuvante. Pourquoi? Parce que au stade métastatique, il faut bien sûr faire une chimio adjuvante, même si notre résection, elle sera en R0. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, pas avancé. Alors, le TNT, c'est pas pour l'avancée. Pour un T3, à partir de T3, on va faire le total néo-adjuvant treatment, c'est-à-dire qu'on va donner de la chimiothérapie, après de la radiochimiothérapie concomitante, qu'on appelle le RCC, et par la suite, on va opérer. D'accord? Mais ce n'est pas pour le rectum avancé, non.
Le rectum avancé, c'est un traitement palliatif. La TNT, c'est un traitement qui est curatif. C'est-à-dire que TNT, j'ai une vision curative du patient. Par contre, si c'est un rectum qui est avancé, un T4, là, on est beaucoup plus dans le palliatif que dans le curatif. Alors, est-ce que le cas clinique, Giacomo Sahel? Non, du tout. Mais ça, c'est des cas cliniques qui sont difficiles, d'accord? Donc, c'est difficile. C'était facile? Ah là, si vous me dites que c'était facile, super. Hein. Non, c'était pas facile, ok. Mais vous avez vu, on est parti d'une masse épigastrique, et finalement, on est parti à haut. Bon, l'Écosse ne sera pas pareil. Hein. Par contre, c'est pour que vous réfléchissiez. Ce n'est pas toujours à chaque fois que vous allez avoir des réponses qui seront évidentes. D'accord? La malade, elle est venue. Non, 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 Fatima, non, non, du tout. Il ne faut pas que tu sois pessimiste. C'est un cas clinique qui est difficile. D'accord? Donc, il faut pas se dire que non. Ça, c'est des cas cliniques avancés. Ah, là, ça, c'est un cas clinique qui est avancé. Donc, ne soyez pas. Non. Anna, la PROC, c'est un cas clinique, mais sur la néoplasie. Et Anna, je vous ai dit que tout ce qu'on va faire, ce sera sur, bien sûr, les urgences. OK? Donc, ne soyez pas. Non, c'est un cas clinique qui est vraiment difficile. Je sais qu'il est difficile, mais justement, euh, je préfère mieux le laisser à la fin, pour que les gens ils arrivent à. Il faut que vous soyez orientés. ما تدخلوش directement le. Non, ça, c'est pas un cas clinique à les résidents. Non, ça, c'est trop facile pour un résident. Non, 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 non. Ça, c'est les cas cliniques d'Alger. D'accord? Ça, c'est pour les externes d'Alger. Là, ça c'est un cas clinique d'Alger. Donc, c'est pas quelque chose de difficile. Les cas cliniques pour les résidents, c'est plus difficile que ça. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Alors, par rapport aux externes d'Alger, oui. J'ai enseigné à Alger, c'est pas. Oui, ça, c'est des cas cliniques d'Alger. Oui. Non, 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 c'est pas l'Oziada du tout. Du tout. Il y a beaucoup d'hôpitaux, c'est pas la même chose. Et puis, chaque groupe, non, c'est pas la même chose. Non, 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 vous n'êtes pas faible. Non, du tout. C'est pas ça. Ça, c'est des cas cliniques de révision qu'on faisait. D'accord? Canaux détaillés. J'ai pas compris, Islam. Non, 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 Mounir, vous n'êtes pas faible, non, du tout. Oui, oui, je vous demande pas de. Non, TNM, il faut la connaître, non. TNM, c'est la base. Parce que quand vous allez passer votre résidana, on va vous poser des questions sur TNM, ok? Donc, ne soyez pas. Parce que. Non, non, non. Il ne faut pas que vous soyez, parce que votre résidana, c'est des questions baïnines. Vous avez vu les questions du résidana. Bon, il faut connaître la classification TNM, au moins le jour de vos examens, parce que vous n'avez pas que. Non, ça, c'est pas un cas clinique pour l'Écosse. Ça, c'est un cas clinique d'examen, ce que je vous ai mis. C'est pas un cas clinique qu'on va mettre dans un Écosse oral. Ça, c'est par exemple, parce que les examens qu'on fait dans le niveau du service, avant, quand j'étais à Alger, c'était ça les cas cliniques. C'est-à-dire qu'on donnait bon, on faisait pour la révision, mais ça, c'était les cas cliniques dans le service. Non, 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 c'est pas pour l'Écosse, Soraya, d'accord? Je vous.
Thomas, vous devez maîtriser l'urgence, d'accord? C'est quelque chose qu'on demande aux externes. Maintenant, ce qui est bien sûr, parce que là, mec, il y a les promotions. Thomas, alhamdoulilah, il y a une seule promo, ce qui est bien. Mec, il y a 3 à 4, donc c'est pas évident bah, à chaque fois de les urgences. C'est pour ça qu'on fait tout le programme. Mais il y a ce qu'on demande aux externes et aux futurs médecins, c'est de connaître l'urgence. Maintenant, pour ce qui est du traitement, bien sûr, pour ce qui est de la néoplasie, c'est pour le chirurgien ou l'angolo, c'est pour la spécialisation. Ça. Par contre, un touma pour accéder au résidana, là, c'est différent. Là, ce ne sera plus les questions d'external head ou non. Ce sera des questions un peu difficiles pour que vous sachiez. D'accord? Bon, la révision n'avait pas. Ça, c'est une bonne question soulève. Alors, comment différencier une occlusion d'un infarctus? Tout simplement, la symptomatologie. L'occlusion rachidique avec toujours des douleurs abdominales, avec l'infarctus aussi. Par contre, tu vas avoir un arrêt des matières et des gaz qui sera assez important pour l'occlusion. Tu vas avoir arrêt des matières, mais pas forcément des gaz, l'infarctus. D'accord? Il peut faire un Elius réflexe. Et bien sûr, c'est la distension abdominale. L'infarctus, tu ne vas pas avoir de distension. C'est là, cliniquement, comment tu peux différencier. Et bien sûr, l'ASP qui va t'aider. Ça, c'est la première des choses, déjà. Et si tu vas trouver des niveaux gréliques ou bien des niveaux coliques et par la suite, le scanner. Mais l'occlusion et l'infarctus, la symptomatologie douloureuse, elle est la même. Hein. Les antécédents vasculaires aussi, oui, c'est important. Un patient âgé, une femme obèse sous progestatif ou là sous, d'accord, pilule. Donc ça aussi, c'est important. Alors, comment penser à des hypothèses diagnostiques? Tout simplement en relation avec l'étiquette que tu as, la vignette clinique que tu as. C'est-à-dire que, voilà, alors pour l'infarctus, oui, un patient a dans les antécédents un diabète, un IDM, etc. D'accord? Donc, tu vas avoir à boire et à manger par rapport à ça. Alors, les hypothèses diagnostiques, il faut penser ce qu'il y a de plus au moins fréquent. Kingoul comme la douleur au niveau de la fossilière droite, vous n'allez pas me dire perforation d'ulcère. D'accord? La perforation, même la péritonite, c'est vraiment en dernier. Comme plein de diagnostics. Comme l'appendicite, la salpingite, une occlusion fébrile. Comme vous allez avoir plein de diagnostics au niveau, bien sûr, de la fossilière avant de donner. L'occlusion peut donner un infarctus mésentérique. Non, l'occlusion, c'est au niveau du tube digestif. L'infarctus, c'est vasculaire, c'est la vascularisation. Non. L'infarctus, il va donner un Elius réflexe. Oui, pas une occlusion. Exactement. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, la révision, elle n'est pas faite pour vous démotiver. Au contraire, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment, c'était le cas le plus difficile. D'accord? C'est juste pour que c'est une petite révision, d'accord? Par rapport aux tumeurs bénignes et malignes du foie déjà, quels sont les signes métastatiques, enfin plutôt les sites métastatiques, et juste comment explorer. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui différencient une strangulation et une obstruction? Ben déjà, on va dire la clinique. Hein. Cliniquement, tu vas avoir la première des choses, oui. Et puis par rapport à l'obstruction, tu vas avoir quelque chose de progressif. Le malade, il va te dire que voilà, je fais des diarrhées, plutôt des constipations depuis 3 mois, 4 mois. Donc tu vas avoir. Par contre, que la strangulation, non. C'est sur un terrain qui est aigu. Exactement, Lina. C'est brutal et c'est aigu. Par contre, on va dire l'occlusion, enfin plutôt on va dire l'obstruction, c'est beaucoup plus progressif. État de choc rapide, exactement. Et tout est aigu, si vous vous rappelez. Mhm.
L'obstruction, c'est un patient qui va avoir des antécédents différents. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ça se trouve dans les antécédents, il va vous dire oui, le patient il se plaint de constipation depuis 3 mois, une difficulté d'aller à la selle, il va avoir des traitements laxatifs, d'accord. Donc c'est un patient qui a déjà consulté. Par contre, la strangulation, non, le patient il n'avait absolument rien. Peut-être une hernie qui était là, une hernie ombilicale, et puis malheureusement qui va faire une strangulation. Antécédent de maladie inflammatoire. Pour la de courte allocution. Alors pour ah oui, antécédent de maladie inflammatoire, oui, les Mickey par exemple. Crohn, ça c'est la première, la première, on va dire, étiologie, c'est Crohn. Ça c'est vraiment la première que tu vas trouver. Tu peux trouver parasitaire, tumoral, mais surtout le premièrement c'est le Crohn. Crohn, oui. Alors, alors Yasmine, est-ce que par rapport aux étiologies, comme je t'ai dit, soit c'est Crohn, soit c'est tumoral, généralement des tumeurs neuroendocrines, des tumeurs aussi primitives, hein, du grêle, ou bien carrément un volvulus aussi. On peut faire un volvulus, mais c'est beaucoup plus le volvulus, surtout au niveau du côlon pelvien, généralement. Tu peux faire un volvulus grélique, mais c'est très rare. C'est surtout le côlon pelvien qui fait un volvulus. C'est pas un tableau d'infarctus. Le volvulus, le problème, c'est qu'il va se retourner sur son axe vasculaire. Donc la douleur, c'est une douleur vasculaire. C'est ça le problème du volvulus. Enfin, le problème, la pertinence dans le volvulus. C'est que, si vous vous rappelez, je vous ai dit que malheureusement, lors de la torsion, quand il va se tordre, le côlon pelvien généralement, il va se retourner sur son axe. Donc, c'est ça, c'est là. Et vous allez avoir une douleur vasculaire beaucoup plus qu'une douleur d'occlusion. Parce que l'occlusion, le malade, il vous dit que j'ai mal, l'abdomen, il est distendu, etc. Par contre, la douleur vasculaire, non. C'est très algique. Alors, est-ce qu'on élimine une GU devant toute douleur abdominale? Chez une femme en âge de procréer, oui. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que tu vas sûrement demander un scanner ou même que ce soit la GU ou bien la grossesse évolutive. Donc, dans les deux cas, tu es obligé d'éliminer une GU. Tu vas donner, on va donner des antalgiques, hein, on va essayer de soulager, ça c'est clair. Au moins soulager la douleur avant, bien sûr, d'opérer le malade. Oui, je t'en prie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, évidemment, les traumatismes, c'est une urgence. On peut donner des antispasmodiques, oui, mais le plus important, c'est de soulager la douleur. Mais l'antispasmodique n'a pas un vraiment fort effet. C'est surtout la douleur. On va aller jusqu'à donner carrément des antalgiques morphiniques.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, devant une douleur épigastrique, tu as le droit au contraire, hein. Par exemple, les coliques hépatiques, elles commencent généralement par une petite douleur épigastrique et ensuite elle est au niveau de l'hypocondre droit. Donc oui, douleur épigastrique, tu as le droit d'une pathologie biliaire. Dans la société algérienne, l'urgence la plus fréquente, bah écoute, c'est l'appendicite, hein. C'est l'appendicite, vraiment par ordre de fréquence que tu vas avoir. Ensuite, la cholécystite en deuxième lieu. Et troisièmement, c'est tout ce qui est pancréatite. Donc, appendicite, cholécystite et par la suite, avec l'occlusion. Mais généralement, c'est l'appendicite qui est le number one de tout ce qui est douleur abdominale, urgence, voilà, chirurgicale. C'est l'appendicite. Urgence chirurgicale. Alors, devant un infarctus, déjà, tu vas demander des troponines, la première des choses, parce que le patient, il a le droit de faire un IDM en même temps. Donc, la première des choses, c'est ECG et troponine. Et comme bilan biologique, tu vas surtout faire un bilan rénal. Si tu as des lactates, ce serait vraiment bien, pour voir s'il y a de la nécrose. Et bien sûr, un bilan biologique pré-op normal. Mais surtout, le bilan rénal, c'est le plus important, avec un ionogramme aussi. Et comme c'est donc par ordre on va dire, de logique, tu vas faire ECG plus troponine, par la suite fonction rénale, ionogramme et le reste d'un bilan préopératoire normal. Mais surtout les lactates. Quand tu as les lactates, c'est un marqueur qui est très, très bien utilisé, surtout pour les infarctus. Enfin, pour tout ce qui est nécrose en général. Alors, pourquoi on fait un bilan rénal dans l'occlusion? Le cours à l'occlusion, là, donc, il me semble que je vous ai montré la physiopathologie de l'occlusion. Alors, c'est quoi le bilan? Pourquoi on fait un bilan rénal dans l'occlusion? Imen, c'était expliqué dans le cours. Non. Angiocolite, c'est quoi la triade? Doha, c'est quoi? Douleur, fièvre, ictère. C'est dans cet ordre. Donc, tu ne peux pas avoir un ictère sans fièvre et sans douleur, tu dis que ce n'est pas une angiocolite. Le patient, il n'est pas apérétique. Douleur, fièvre, ictère. C'est une logique. Polycystite aussi. Catarrhale, est-ce qu'on donne des antibiotiques? Est-ce que la cholécystectomie se fait tout de suite ou bien à distance? Généralement, on donne des antibiotiques et puis on voit si ça répond. D'accord? Si ça ne répond pas, c'est la chirurgie. Alors, Imen, pourquoi on fait un bilan rénal dans l'occlusion? Oui, Imen, c'est une question que j'avais répondue pendant le cours. C'est la physiopathologie de l'occlusion. Ce n'est pas une déshydratation, c'est un troisième secteur, c'est différent. Je vous ai expliqué comment arrive l'occlusion. Je vous ai montré par A plus B, là, la première des choses, on va réhydrater le malade. Ce n'est pas une déshydratation, c'est un troisième secteur. Imen, cette question, elle a été, je l'ai très bien expliqué. Les gens qui ont assisté au cours, ils ont compris. Là, on demande un bilan rénal occlusion. Tu as assisté au cours? Maintenant, si tu n'as pas assisté, c'est différent. Je peux pas il faut que je te refasse la physiopathologie de l'occlusion. Je pense pour les gens qui ont assisté, ils ont compris et j'ai insisté pendant le cours à la physiopathologie. L'occlusion, tu fais de la partie, vous allez tout comprendre par la suite. Vous allez comprendre pourquoi on met une sonde nasogastrique, pourquoi on réhydrate le malade, pourquoi on met une sonde rectale, etc. Alors, est-ce que vous avez des questions? Exactement, Fatima, c'est défaillance circulatoire par un troisième secteur. Et on avait dit que surtout le point le plus important, c'est que quand vous allez réhydrater votre malade, vous allez lutter contre l'insuffisance rénale et vous allez rééquilibrer les choses.
Donc, c'est pour ça que dans le traitement de l'occlusion, la réhydratation est la première partie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Imen, tu as assisté au cours en toute sincérité. Parce que si j'ai enseigné un cours et tu n'as pas compris, ça c'est de ma faute. D'accord. Là, au moins, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, comment l'occlusion, elle va faire un troisième secteur? Explique-moi. Les qui sont où? Oui. Compression des vaisseaux, il y a une chute du plasma, exactement. Alors là, surtout les vomissements. Les vomissements, ça contribue énormément. Surtout la stase. Quand vous allez avoir, par exemple, un volvulus ou là, surtout, vous allez avoir une rétention liquidienne qui est importante. C'est la première des choses. Et surtout la fuite. Oui. Alors, non seulement vous allez avoir une hypovolémie par rapport au vomissement, mais en plus, le peu qui va rester, il va avoir un troisième secteur dans la circulation générale, vous allez pratiquement plus avoir de. C'est pour ça que vous allez avoir une hypovolémie qui sera importante et qui va retentir. Oui, généralement, on va garder le même plan avec M. Bancada, c'est ce qu'il a décidé, que ce sera la même chose. D'accord? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben, je suis contente, Faucine. Au moins, tu as pu te rappeler qu'il n'y a pas de RCC. D'accord? C'est très important. Les mots sont importants, même les comme d'accord? Je vous remercie. Je suis à votre disposition. D'accord? Alors, si vous avez d'autres questions, d'accord? Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère. OK? Demain, pas de révision, d'accord? Ce sera la veille de l'examen. Donc, rappelez-vous juste les urgences. Ce qu'on a fait aujourd'hui, comment vous devez réfléchir. Mettre le rouge, OK? Soyez soyez concentrés encore une fois. Qui m'a goûté le corps. Ce qu'on a fait ici, c'était pas quelque chose d'énorme. Hein. Donc, on a fait quelques points. Le dernier, l'idée à pancréatite, il était vraiment bien. Je pense que ça vous a un peu. البارح درنا appendicite, on a fait appendicite, perforation et pancréatite. Donc, je pense que ça commence à rentrer, puis vous arrivez à savoir demander les choses quand il faut. D'accord? Et puis, on a pu corriger on va dire, quelques méconnaissances. Ça va? Donc, si vous permettez, je vous dis bonne soirée, bon courage.
Bien sûr, ma boîte mail, elle est à votre disposition. Si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. Et ne vous inquiétez pas, l'examen, ce sera comme l'année dernière, c'est-à-dire 20 questions chirurgie, 20 questions gastro. Voilà, l'Écosse, idem. Donc, il y aura la partie chirurgie et la partie gastro aussi. Donc, normalement, c'est 4 minutes par station. Donc, que ce soit au niveau de la gastro ou de la chirurgie, soyez concentrés, d'accord? Alors, le MD, comme l'année dernière, je ne me rappelle pas, mais ce sera la même chose que l'année dernière. Je vais voir et je vous dirai, d'accord? Donc, si vous permettez, je vous dis bonne soirée, d'accord? Et bon courage. Vous n'avez pas de questions, ni concernant l'examen, ni par rapport à l'épreuve. Maintenant, non, super. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous demandez à Mounir, d'accord? Aya, je vous dis bonne soirée et bon courage. Merci. ربي معكم إن شاء الله صحة ربي معكم. Merci à vous pour votre sérieux. Déjà, vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est bien. Bon